Du début des années 50 à la fin des années 80, pendant la guerre froide, l'Europe a été le théâtre d'une guerre secrète meurtrière. On a beaucoup parlé du terrorisme d'extrême gauche en Italie, en Allemagne, en France et en Belgique. Ce que l'on ne savait pas, c'est qu'il y a eu un terrorisme d'extrême droite tout aussi violent. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il a été notamment instrumentalisé par les États-Unis, l'OTAN et des membres influents des États démocratiques européens. Le 24 octobre 1990, devant les élus de la nation italienne, Giulio Andreotti, l'ancien chef de gouvernement, révèle au monde entier l'existence d'une armée secrète européenne placée sous commandement de l'OTAN et des États-Unis. Cette armée serait responsable de manipulations, d'assassinats et d'attentats. Selon Andreotti, l'armée secrète agissait avec l'approbation des États, ou du moins d'une partie des élites gouvernantes. En révélant ainsi l'existence de ce réseau d'agents, il déclenche l'un des plus gros scandales politico-militaires de la fin du XXe siècle. L'histoire des armées secrètes débute à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle menace se précise, celle de l'Union soviétique. C'est le début de la guerre froide. Face à la menace soviétique, l'Europe, avec les États-Unis, se dote d'une alliance militaire. Une dizaine de pays créent l'OTAN en avril 1949. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord installe son siège à Paris. En parallèle, et pour renforcer leur dispositif militaire, l'OTAN et les États-Unis créent dans toute l'Europe une armée secrète appelée Stay Behind, en français, rester derrière. Son objectif est de mener une guerre de résistance à l'intérieur de chaque pays en cas d'invasion soviétique. L'historien suisse Daniele Ganser a passé 7 ans à enquêter sur cette armée secrète. Son travail a permis de prouver que les États-Unis en étaient les maîtres d'œuvre. Ses recherches ont mis à jour le rôle secret de l'OTAN comme cheville ouvrière de ce réseau. Dans les années 50, l'OTAN, la CIA et le MI6, les services secrets britanniques, ont commencé à expliquer aux différents pays membres de l'Alliance, tels l'Italie, l'Allemagne, la France, la Norvège, la nature du danger que représentait le communisme. Le danger communiste venant de l'extérieur avec l'Union soviétique, mais aussi le danger du communisme à l'intérieur de chaque pays. Pour bien comprendre l'histoire de ce réseau secret, nous nous sommes rendus à Berlin. Jusqu'en 1989, sa partie Est était la capitale de la République démocratique d'Allemagne. Elle abritait notamment la Stasi, le ministère de la Sécurité. Depuis la réunification du pays, ses archives sont ouvertes aux chercheurs. Cas unique dans l'histoire de la guerre froide, on peut aussi rencontrer d'anciens agents, notamment ceux du contre-espionnage. Ils espionnaient l'OTAN et connaissaient l'existence de cette armée secrète. Il n'y a pratiquement aucune preuve de l'existence de cette organisation. Et c'est dans les archives de la Stasi que l'historien Daniele Ganser fait une découverte de taille, un document daté de 1984 qui évoque l'armée secrète et sa mission. Il y est explicitement écrit qu'il existe en Europe de l'Ouest une structure composée d'agents secrets qui se nomme Stay Behind. Ces agents secrets ont pour mission de devenir actifs en cas de conflit entre le pacte de Varsovie et l'OTAN. Les relations des États-Unis avec ces armées secrètes remontent à la période de la Seconde Guerre mondiale. En 1944, alors que par exemple l'armée américaine occupait l'Italie, il y avait un officier, James Angleton, qui dirigeait les services secrets avant de devenir l'un des responsables de la CIA. Cet homme avait d'abord reçu l'ordre de démasquer et de liquider tous les groupes de résistance que les fascistes avaient créés. Finalement, il s'est lancé dans le recrutement massif de tous les fascistes pour lutter contre l'Union soviétique.
C'est comme cela que ça a commencé en Italie, puis pareil ailleurs. À l'époque, comme aujourd'hui, l'OTAN était dominée par les États-Unis. Donc à travers l'OTAN, les États-Unis ont créé une structure militaire qui leur a permis de contrôler l'Europe de l'Ouest. C'était l'idée de départ. Il s'agissait de protéger l'Europe de l'Ouest, mais aussi de la contrôler. Contrôler et protéger. Depuis la libération, la présence militaire française en France est massive et ambiguë. En plus du siège de l'OTAN à Paris, le pays abrite plusieurs bases américaines. La CIA, dirigée par Allen Dulles, y mène toute la lutte anticommuniste. En 1958, lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, il se rend compte que le pays est littéralement sous la coupe des Américains. Proche des services américains pendant quelques années, Konstantin Melnik a bien connu les pratiques de la CIA et de l'OTAN. En 1959, il rejoint à Matignon le Premier ministre de Gaulle, Michel Debré. Il devient alors le patron officieux des services secrets français. Konstantin Melnik est un témoin exceptionnel de la guerre froide. Homme de l'ombre, haut stratège du renseignement, il a œuvré pendant plus d'un demi-siècle. Cette organisation a été installée à un moment où, malgré tout le bien que je pense de la 4e République, cette 4e République n'avait pas la force qu'a eu le général de Gaulle de lutter suffisamment contre une colonisation américaine. Entre Allen Dulles qui venait et pratiquement donner des instructions au président de la République, entre les ministères des Finances qui allaient mendier l'aide américaine pour l'abominable guerre d'Indochine, tout ça crée quand même une ambiance extrêmement dangereuse. Une situation dangereuse, car la France est alors en pleine escalade militaire en Algérie. Une guerre qui fait vaciller les institutions de la 4e République. Sur fond de contestation politique contre une guerre coloniale, des dizaines de milliers de jeunes appelés français sont envoyés combattre les indépendantistes algériens. Pour ramener l'ordre dans le pays, De Gaulle fonde la 5e République et conduit l'Algérie vers l'indépendance. Une décision politique qui mène pour un temps la France au bord de la guerre civile. On m'a informé à mon arrivée à Matignon de l'existence d'un secret d'État qui était une idée qu'on m'a présentée comme très originale de création d'une résistance intérieure. Il existe donc également une armée secrète en France. Elle est en partie composée des parachutistes du 11e choc. Ils sont basés à Sercotte, près d'Orléans, en Corse, et à Collioure, à la frontière espagnole. Ils sont placés sous commandement militaire français. Ces hommes dérapent alors en pleine guerre d'Algérie. Le 20 avril 1961, les officiers de l'armée secrète vont intervenir sur la scène politique et militaire française. Leur action va mettre en danger la 5e République. Les parachutistes des services étaient quand même moralement proches de leurs collègues d'Alger, donc il y avait des liaisons. Par exemple, je peux dévoiler un secret d'État, c'est que au moment du putsch, le chef du service action a été prévenu par le général Schall qu'il allait faire un putsch et lui a demandé de le transporter en Algérie. Eh bien, le chef du service action ne nous a pas rendu compte de ça. Le général Schall, aux côtés des généraux Zeller, Salan et Jouhaud, font un putsch à Alger contre l'indépendance de l'Algérie. Ils vont tenir du 21 avril au 26 avril 1961 grâce à la mutinerie d'une partie des troupes françaises et le soutien de la CIA. Mais avec l'appel au calme du général de Gaulle le 23 avril, l'insurrection perd de sa force. Et le 26 avril 1961, tout rentre dans l'ordre. Les généraux Schall et Zeller sont arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison. Salan et Jouhaud s'enfuient et fondent l'OAS, l'organisation armée secrète. À coup d'attentat, cette organisation tente de garder à tout prix l'Algérie française. Ils seront aussi arrêtés et condamnés.
Les hommes de ce réseau français seront pardonnés par De Gaulle, mais pas l'OTAN. De Gaulle a eu toutes les difficultés du monde à partir du moment où il a déclaré que l'Algérie serait indépendante. Il y a eu de nombreuses tentatives d'attentats contre lui. À l'époque, bien sûr, nous ne connaissions pas l'existence d'une armée secrète. Dans les années 60, il y avait l'OAS, l'organisation armée secrète, mais nous ne savions pas qu'en parallèle, il y avait cette autre armée secrète de l'OTAN. Qui en étaient les membres? À quel groupe appartenaient-ils? Comment cela fonctionnait-il? Nous n'en savons encore rien à ce jour. Après le putsch d'Alger, les attaques de l'OAS, l'ingérence américaine dans les affaires françaises devient intolérable. Il y avait une chose totalement inadmissible, c'est que il grenouillait dans les états-majors militaires et au nom de l'OTAN, et il grenouillait dans les services secrets où ils avaient leurs entrées. De Gaulle a en plus toujours eu de mauvaises relations avec les États-Unis. L'Amérique, étant donné son rôle ambigu qu'elle a joué pendant la résistance vis-à-vis du général de Gaulle, n'inspirait pas au général une sympathie débordante. Et donc il y a tout un ensemble de faits qui, avec le recul, me paraissent d'une rare intelligence, surtout que l'OTAN, à l'époque, n'était pas seulement une organisation militaire, mais voulait jouer un rôle politique important pour avoir une espèce de mainmise sur l'Europe, et c'est cette mainmise sur l'Europe que le général de Gaulle ne voulait pas. Cette politique intrusive de l'OTAN et des États-Unis conduit finalement De Gaulle à prendre une décision irrévocable. En octobre 1966, la France quitte l'OTAN. Le siège de l'Alliance militaire atlantique déménage à Bruxelles, en Belgique. Ce réseau secret est installé dans tout le reste de l'Europe. Ce qui nous a en plus frappé et intéressé en tant qu'ennemis, c'était de savoir qu'à part les pays de l'OTAN, tous les pays soi-disant neutres faisaient également partie de ce réseau, notamment l'Autriche et la Suisse. Cet ancien officier du contre-espionnage allemand nous fait une révélation stupéfiante. L'OTAN disposait aussi d'un réseau secret dans les pays neutres d'Europe. En Suisse, la P26 est le nom de code de cette armée secrète depuis la fin des années 60. Impensable pour un pays neutre. Ce réseau aurait fait partie de la structure de l'OTAN. Ces hommes, des patriotes, étaient pris en charge par les services secrets britanniques qui les formaient au maniement des armes, aux actions de sabotage et au renseignement. Un ancien agent de ce réseau a accepté de nous parler. Il va nous lire en quoi consistait sa mission dans un extrait de son contrat de travail. Bon, alors, donc j'ai fait partie de cette organisation qui s'est appelée P26. Le projet P26 prépare la résistance sur le territoire occupé par l'ennemi. On faisait de l'instruction sur le terrain, de l'instruction aux armes ou de l'instruction, par exemple, de parachutage. Tous ces agents secrets étaient entraînés continuellement. Ils faisaient entre 3 et 4 stages de formation chaque année. Pour communiquer entre eux, faire passer les ordres de l'OTAN, les espions anticommunistes avaient un système de radio crypté. En cas de conflit, l'OTAN avait disposé dans toute l'Europe des caches d'armes et des bases secrètes. Il y avait du matériel, il y avait ces conteneurs, c'est des tubes ronds comme ça, ouais, ça faisait 1,50 m, 1 mètre de long. Là-dedans, il y avait des pistolets, il y avait des fusils, des silencieux, il y avait de l'argent aussi. Donc l'argent, on disposait de l'argent, ils avaient acheté de l'or. L'organisation avait un certain montant en or, en pièces d'or, quoi. La révélation de l'existence d'une armée secrète a fait scandale en Suisse. Une commission d'enquête parlementaire a tenté de faire la lumière sur les mécanismes de la P26. Mais tout ce qui concerne les liens militaires sulfureux de ce pays neutre avec l'OTAN sont classés secret défense jusqu'en 2020.
Pour l'ancien vice-président de la commission d'enquête, ils ne font pourtant aucun doute. On n'a jamais pu éclaircir au niveau de l'enquête parlementaire ces rapports. Moi, personnellement, je suis assez convaincu qu'il existait des rapports et que de toute façon, la P26 entrait dans le cadre de ces réseaux qui existaient. Quand j'ai fait le rapport au Conseil, j'ai critiqué le fait qu'on n'avait pas pu terminer le travail qui était nécessaire au moins pour éclaircir au niveau du fonctionnement des choses et surtout du respect de la neutralité. Patriote en Suisse, dans d'autres pays, le recrutement s'est fait sur des bases idéologiques extrêmes. Les Américains voulaient des hommes prêts à tout contre le communisme. Dans l'Allemagne et l'Italie d'après-guerre, ces hommes sont avant tout des nazis et des fascistes convaincus. En Italie, l'homme clé de ce réseau est Licio Gelli, un ancien mercenaire franquiste, nazi et agent de la CIA. Il est le chef d'une loge maçonnique baptisée P2. La loge P2 est le cerveau de cette armée secrète qui s'appelle Gladio, le glaive. Nous pensions qu'il existait un plan insurrectionnel des communistes en Italie. Nous en avons discuté, puis nous avons pris la décision ensemble avec Cossiga, qui est devenu président de la République, de former cette armée secrète anticommuniste. Elle était composée au départ d'anciens de la Légion Condor et de la République fasciste de Salo. Ils étaient jeunes, connaissaient les armes et étaient résolument acquis à la cause fasciste. En Allemagne, une partie considérable des membres de l'armée secrète, environ 25%, étaient constitués des hommes de l'ancien service de renseignement de la SS, l'Office central de la sécurité du Reich. Ainsi, le personnel, plus le réseau d'agents et d'indicateurs, était noyauté par les anciens SS. On s'est appuyé sur eux pour créer l'armée secrète allemande. À la fin des années 70, il y a une escalade de la guerre froide avec une nouvelle course aux armements. L'URSS de Léonid Brejnev multiplie les démonstrations de force. Les soviétiques installent des missiles nucléaires à longue portée dans les pays de l'Est, menaçant directement les membres de l'Alliance Atlantique.